Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends la lecture de Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac, qui est au programme du bac de français voie technologique. Et j'en suis au chapitre 2 de la première partie. Je vous dis à tout à l'heure après environ une demi-heure de lecture. Merci beaucoup. La même à la même. 25 novembre. Le lendemain, j'ai trouvé mon appartement mis en ordre et fait par le vieux Philippe qui avait mis des fleurs dans les cornets. Enfin, je me suis installée. Seulement personne n'avait songé qu'une pensionnaire des Carmélites a faim de bonne heure, et Rose a eu 1000 peines à me faire déjeuner. Mademoiselle s'est couchée à l'heure où l'on a servi le dîner et se lève au moment où monseigneur vient de rentrer, m'a-t-elle dit. Je me suis mise à écrire. Vers 1h, mon père a frappé à la porte de mon petit salon et m'a demandé si je pouvais le recevoir. Je lui ai ouvert la porte, il est entré et m'a trouvée écrivant. Ma chère, vous avez à vous habiller, à vous arranger ici. Vous trouverez 12 000 francs dans cette bourse. C'est une année du revenu que je vous accorde pour votre entretien. Vous vous entendrez avec votre mère pour prendre une gouvernante qui vous convienne. Si Miss Griffith ne vous plaît pas, car Madame de Chaulieu n'aura pas le temps de vous accompagner le matin. Vous aurez une voiture à vos ordres et un domestique. Laissez-moi Philippe, lui dis-je. Soit, répondit-il, mais n'ayez nul souci, votre fortune est assez considérable pour que vous ne soyez à charge ni à votre mère ni à moi. Serais-je indiscrète en vous demandant quelle est ma fortune ? Nullement, mon enfant, a-t-il dit. Votre grand-mère vous a laissé 500 000 francs qui étaient ses économies, car elle n'a point voulu frustrer sa famille d'un seul morceau de terre. Cette somme a été placée sur le grand-livre. L'accumulation des intérêts a produit aujourd'hui environ 40 000 francs de rente. Je voulais employer cette somme à constituer la fortune de votre second frère. Aussi, dérangez-vous beaucoup mes projets, mais dans quelque temps peut-être y concourrez-vous. J'attendrai tout de vous-même. Vous me paraissez plus raisonnable que je ne le croyais. Je n'ai pas besoin de vous dire comment se conduit une demoiselle de Chaulieu. La fierté peinte dans vos traits est mon sûr garant. Dans notre maison, les précautions que prennent les petites gens pour leurs filles sont injurieuses. Une médisance sur votre compte peut coûter la vie à celui qui se la permettrait ou à l'un de vos frères si le ciel était injuste. Je ne vous en dirai pas davantage sur ce chapitre. Adieu, chère petite. Il m'a baisé au front et s'en est allé. Après une persévérance de 9 années, je ne m'explique pas l'abandon de ce plan. Mon père a été d'une clarté que j'aime. Il n'y a dans sa parole aucune ambiguïté. Ma fortune doit être à son fils, le marquis. Qui donc a eu des entrailles ? Est-ce ma mère ? Est-ce mon père ? Serait-ce mon frère ? Je suis restée assise sur le sofa de ma grand-mère, les yeux sur la bourse que mon père avait laissée sur la cheminée, à la fois satisfaite et mécontente de cette attention qui maintenait ma pensée sur l'argent. Il est vrai que je n'ai plus à y songer. Mes doutes sont éclaircis et il y a quelque chose de digne à m'éviter toute souffrance d'orgueil à ce sujet. Philippe a couru toute la journée chez les différents marchands et ouvriers qui vont être chargés d'opérer ma métamorphose. Une célèbre couturière, une certaine Victorine, est venue, ainsi qu'une lingère et un cordonnier. Je suis impatiente, comme un enfant, de savoir comment je serai lorsque j'aurai quitté le sac où nous enveloppait le costume conventuel. Mais tous ces ouvriers veulent beaucoup de temps. Le tailleur de corset demande 8 jours si je ne veux pas gâter ma taille. Ceci devient grave. J'ai donc une taille ? Janssen, le cordonnier de l'opéra, m'a positivement assuré que j'avais le pied de ma mère. J'ai passé toute la matinée à ces occupations sérieuses. Il est venu jusqu'à un gantier qui a pris mesure de ma main. La lingère a eu mes ordres. À l'heure de mon dîner, qui s'est trouvée celle du déjeuner, ma mère m'a dit que nous irions ensemble chez les modistes pour les chapeaux afin de me former le goût et me mettre à même de commander les miens. Je suis étourdie de ce commencement d'indépendance comme un aveugle qui recouvrerait la vue. Je puis juger de ce qu'est une carmélite à une fille du monde. La différence est si grande que nous n'aurions jamais pu la concevoir.
Pendant ce déjeuner, mon père fut distrait et nous le laissâmes à ses idées. Il est fort avant dans les secrets du roi. J'étais parfaitement oubliée. Il se souviendra de moi quand je lui serai nécessaire. J'ai vu cela. Mon père est un homme charmant malgré ses 50 ans. Il a une taille jeune, il est bien fait, il est blond, il a une tournure et des grâces esquisses. Il a la figure à la fois parlante et muette des diplomates. Son nez est mince et long, ses yeux sont bruns. Quel joli couple! Combien de pensées singulières m'ont assailli en voyant clairement que ces deux êtres, également nobles, riches, supérieurs, ne vivent point ensemble, n'ont rien de commun que le nom, et se maintiennent unis aux yeux du monde. L'élite de la cour et de la diplomatie était hier là. Dans quelques jours, je vais à un bal chez la duchesse de Maufrigneuse et je serai présentée à ce monde que je voudrais tant connaître. Il va venir tous les matins un maître de danse. Je dois savoir danser dans un mois, sous peine de ne pas aller au bal. Avant le dîner, ma mère est venue me voir relativement à ma gouvernante. J'ai gardé Miss Griffith, qui lui a été donnée par l'ambassadeur d'Angleterre. Cette Miss est la fille d'un ministre. Elle est parfaitement élevée. Sa mère était noble, elle a 36 ans. Elle m'apprendra l'anglais. Ma Griffith est assez belle pour avoir des prétentions. Elle est pauvre et fière, elle est écossaise, elle sera mon chaperon, elle couchera dans la chambre de Rose. Rose sera aux ordres de Miss Griffith. J'ai vu sur le champ que je gouvernerais ma gouvernante. Depuis 6 jours que nous sommes ensemble, elle a parfaitement compris que moi seule puis m'intéresser à elle. Moi, malgré sa contenance de statut, j'ai compris parfaitement qu'elle sera très complaisante pour moi. Elle me semble une bonne créature, mais discrète. Je n'ai rien pu savoir de ce qui s'est dit entre elle et ma mère. Autre nouvelle qui me paraît peu de choses, ce matin mon père a refusé le ministère qui lui a été proposé. De là sa préoccupation de la veille. Il préfère une ambassade, a-t-il dit, aux ennuis des discussions publiques. L'Espagne lui sourit. J'ai su ces nouvelles au déjeuner, seul moment de la journée où mon père, ma mère, mon frère se voient dans une sorte d'intimité. Les domestiques ne viennent alors que quand on les sonne. Le reste du temps, mon frère est absent aussi bien que mon père. Ma mère s'habille, elle n'est jamais visible de 2h à 4. À 4h, elle sort pour une promenade d'1 heure. Elle reçoit de 6 à 7 quand elle ne dîne pas en ville. Puis la soirée est employée par les plaisirs, le spectacle, le bal, les concerts, les visites. Enfin, sa vie est si remplie que je ne crois pas qu'elle ait un quart d'heure à elle. Elle doit passer un temps assez considérable à sa toilette du matin, car elle est divine au déjeuner qui a lieu entre 11h et midi. Je commence à m'expliquer les bruits qui se font chez elle. Elle prend d'abord un bain presque froid et une tasse de café à la crème est froid. Puis elle s'habille. Elle n'est jamais éveillée avant 9h, excepté les cas extraordinaires. L'été, il y a des promenades matinales à cheval. À 2h, elle reçoit un jeune homme que je n'ai pu voir encore. Voilà notre vie de famille. Nous nous rencontrons à déjeuner et à dîner, mais je suis souvent seule avec ma mère à ce repas. Je devine que plus souvent encore je dînerai seule chez moi avec Miss Griffith, comme faisait ma grand-mère. Ma mère dîne souvent en ville. Je ne m'étonne plus du peu de soucis de ma famille pour moi. Ma chère, à Paris, il y a de l'héroïsme à aimer les gens qui sont auprès de nous. Car nous ne sommes pas souvent avec nous-mêmes. Comme on oublie les absents dans cette ville. Et cependant, je n'ai pas encore mis le pied dehors, je ne connais rien. J'attends que je sois déniaisée, que ma mise et mon air soient en harmonie avec ce monde dont le mouvement m'étonne, quoique je n'en entende le bruit que de loin. Je ne suis encore sortie que dans le jardin. Les Italiens commencent à chanter dans quelques jours. Ma mère y a une loge. Je suis comme folle du désir d'entendre la musique italienne et de voir un opéra français. Je commence à rompre les habitudes du couvent pour prendre celles de la vie du monde. Je t'écris le soir jusqu'au moment où je me couche, qui maintenant est reculé jusqu'à 10h, l'heure à laquelle ma mère sort quand elle ne va pas à quelque théâtre. Il y a 12 théâtres à Paris.
Je suis d'une ignorance crasse et je lis beaucoup, mais je lis indistinctement. Un livre me conduit à un autre. Je trouve les titres de plusieurs ouvrages sur la couverture de celui que j'ai, mais personne ne peut me guider, en sorte que j'en rencontre de fort ennuyeux. Ce que j'ai lu de la littérature moderne roule sur l'amour, le sujet qui nous occupait tant, puisque toute notre destinée est faite par l'homme et pour l'homme. Mais combien ces auteurs sont au-dessous de deux petites filles nommées la Biche Blanche et la Mignonne, Renée et Louise. Ah, cher ange, quels pauvres événements, quelle bizarrerie, et combien l'expression de ce sentiment est mesquine. 2 livres cependant m'ont étrangement plu. L'un est Corinne et l'autre Adolphe. À propos de ceci, j'ai demandé à mon père si je pourrais voir Madame de Staël. Ma mère, mon père et Alphonse se sont mis à rire. Alphonse a dit « D'où vient-elle donc ?» Mon père a répondu « Nous sommes bien niais, elle vient des Carmélites. »« Ma fille, Madame de Staël, est morte, » m'a dit la duchesse avec douceur. Comment une femme peut-elle être trompée ? Ai-je dit à Miss Griffith en terminant Adolphe. Mais quand elle aime, m'a dit Miss Griffith. Dites donc, Renée, est-ce qu'un homme pourra nous tromper ? Miss Griffith a fini par entrevoir que je ne suis sotte qu'à demi, que j'ai une éducation inconnue, celle que nous nous sommes donnée l'une à l'autre en raisonnant à perte de vue. Elle a compris que mon ignorance porte seulement sur les choses extérieures. La pauvre créature m'a ouvert son cœur. Cette réponse laconique, mise en balance contre tous les malheurs imaginables, m'a causé un léger frisson. La Griffith me répéta de ne me laisser éblouir par rien dans le monde et de me défier de tout, principalement de ce qui me plaira le plus. Elle ne sait et ne peut rien me dire de plus. Ce discours est trop monotone. Elle se rapproche en ceci de la nature de l'oiseau qui n'a qu'un cri. Chapitre 3. La même à la même. Décembre. Ma chérie, me voici prête à entrer dans le monde. Aussi ai-je tâché d'être bien folle avant de me composer pour lui. Ce matin, après beaucoup d'essais, je me suis vue bien et dûment corsetée, chaussée, serrée, coiffée, habillée, parée. J'ai fait comme les duellistes avant le combat, je me suis exercée à huis clos. J'ai voulu me voir sous les armes. Je me suis de très bonne grâce trouvé un petit air vainqueur et triomphant auquel il faudra se rendre. Je me suis examinée et jugée. J'ai passé la revue de mes forces en mettant en pratique cette belle maxime de l'Antiquité « Connais-toi toi-même ». J'ai eu des plaisirs infinis en faisant ma connaissance. Griffith a été seul dans le secret de ma jouerie à la poupée. J'étais à la fois la poupée et l'enfant. Tu crois me connaître ? Point. Voici, Renée, le portrait de ta sœur autrefois déguisée en carmélite et ressuscitée en fille légère et mondaine. La Provence exceptée, je suis une des plus belles personnes de France. Ceci me paraît le vrai sommaire de cet agréable chapitre. J'ai des défauts, mais si j'étais homme, je les aimerais. Ces défauts viennent des espérances que je donne. Quand on a 15 jours durant admiré l'exquise rondeur des bras de sa mère et que cette mère est la duchesse de Chaulieu, ma chère, on se trouve malheureusement en se voyant des bras maigres. Mais on s'est consolé en trouvant le poignet fin, une certaine suavité de linéament dans ces creux qu'un jour une chair satinée viendra poteler, arrondir et modeler. Le dessin un peu sec du bras se retrouve dans les épaules. À la vérité, je n'ai pas d'épaules, mais de dures omoplates qui forment deux plans heurtés. Ma taille est également sans souplesse. Les flancs sont raides. Ouf, j'ai tout dit. Mais ses profils sont fins et fermes. La santé mord de sa flamme vive et pure, ses lignes nerveuses, la vie et le sang bleu courent à flot sous une peau transparente. Mais la plus blonde fille d'Ève, la blonde, est une négresse à côté de moi. Mais j'ai un pied de gazelle. Mais toutes les entournures sont délicates et je possède les traits corrects d'un dessin grec. Les tons de chair ne sont pas fondus, c'est vrai, mademoiselle. Mais ils sont vivaces. Je suis un très joli fruit vert et j'en ai la grâce verte. Enfin, je ressemble à la figure qui, dans le vieux missel de ma tante, s'élève d'un lys violâtre.
Mes yeux bleus ne sont pas bêtes, ils sont fiers, entourés de 2 marges de nacre vive nuancées par de jolis fibrilles et sur lesquels mes cils longs et pressés ressemblent à des franges de soie. Mon front étincelle, mes cheveux ont les racines délicieusement plantées, ils offrent de petites vagues d'or pâle, brunis dans les milieux et d'où s'échappent quelques cheveux mutins qui disent assez que je ne suis pas une blonde fade et à évanouissement, mais une blonde méridionale et pleine de sang, une blonde qui frappe au lieu de se laisser atteindre. Le coiffeur ne voulait-il pas me les lisser en 2 bandeaux et me mettre sur le front une perle retenue par une chaîne d'or, en me disant que j'aurais l'air Moyen-Âge. Apprenez que je n'ai pas assez d'âge pour être au moyen et pour mettre un ornement qui rajeunisse. Mon nez est mince, les narines sont bien coupées et séparées par une charmante cloison rose. Il est impérieux, moqueur, et son extrémité est trop nerveuse pour jamais ni grossir ni rougir. Ma chère biche, si ce n'est pas à faire prendre une fille sans dot, je ne m'y connais pas. Mes oreilles ont des enroulements coquets, une perle à chaque bout y paraîtra jaune. Mon col est long, il a ce mouvement serpentin qui donne tant de majesté. Dans l'ombre, sa blancheur se dore. Ah, j'ai peut-être la bouche un peu grande, mais elle est si expressive, les lèvres sont d'une si belle couleur, les dents rient de si bonne grâce. Et puis, ma chère, tout est en harmonie. On a une démarche, on a une voix. L'on se souvient des mouvements de jupe de son aïeul qui n'y touchait jamais. Enfin, je suis belle et gracieuse. Suivant ma fantaisie, je puis rire comme nous avons ri souvent et je serai respectée. Il y aura je ne sais quoi d'imposant dans les fossettes que de ses doigts légers la plaisanterie fera dans mes joues blanches. Je puis baisser les yeux et me donner un cœur de glace sous mon front de neige. Je puis offrir le cou mélancolique du cygne en me posant en Madone, et les vierges dessinées par les peintres seront à 100 piques au-dessous de moi. Je serai plus haut qu'elle dans le ciel. Un homme sera forcé, pour me parler, de musiquer sa voix. Je suis donc armée de toutes pièces, et puis parcourir le clavier de la coquetterie depuis les notes les plus graves jusqu'au jeu le plus flûté. C'est un immense avantage que de ne pas être uniforme. Ma mère n'est ni folâtre ni virginale, elle est exclusivement digne, imposante. Elle ne peut sortir de là que pour devenir léonine. Quand elle blesse, elle guérit difficilement. Moi, je saurais blesser et guérir. Je suis tout autre encore que ma mère. Aussi n'y a-t-il pas de rivalité possible entre nous, à moins que nous ne nous disputions sur le plus ou le moins de perfection, de nos extrémités qui sont semblables. Je tiens de mon père, il est fin et délié. J'ai les manières de ma grand-mère et son charmant ton de voix, une voix de tête quand elle est forcée, une mélodieuse voix de poitrine dans le médium du tête-à-tête. Il me semble que c'est seulement aujourd'hui que j'ai quitté le couvent. Je n'existe pas encore pour le monde. Je lui suis inconnue. Quel délicieux moment! Je m'appartiens encore, comme une fleur qui n'a pas été vue et qui vient d'éclore. Et, bien, mon ange, quand je me suis promenée dans mon salon en me regardant, quand j'ai vu l'ingénu défroque de la pensionnaire, j'ai eu je ne sais quoi dans le cœur. Regret du passé, inquiétude sur l'avenir, crainte du monde, adieu à nos pâles marguerites innocemment cueillies, effeuillées insouciamment. Il y avait de tout cela, mais il y avait aussi de ces idées fantasques que je renvoie dans les profondeurs de mon âme, où je n'ose descendre et d'où elles viennent. Ma Renée, j'ai un trousseau de mariée. Le tout est bien rangé, parfumé dans les tiroirs de cèdre et à devant de lac du délicieux cabinet de toilette. J'ai rubans, chaussures, gants, tout en profusion. Mon père m'a donné gracieusement les bijoux de la jeune fille. Un nécessaire, une toilette, une cassolette, un éventail, une ombrelle, un livre de prière, une chaîne d'or, un cachemire. Il m'a promis de me faire apprendre à monter à cheval. Enfin, je sais danser. Demain, oui, demain soir, je suis présentée. Ma toilette est une robe de mousseline blanche. J'ai pour coiffure une guirlande de roses blanches à la grecque. Je prendrai mon air de Madone.
Je veux être bien niaise et avoir les femmes pour moi. Ma mère est à 1000 lieues de ce que je t'écris, elle me croit incapable de réflexion. Si elle lisait ma lettre, elle serait stupide d'étonnement. Mon frère m'honore d'un profond mépris et me continue les bontés de son indifférence. C'est un beau jeune homme, mais quinteux et mélancolique. J'ai son secret. Ni le duc ni la duchesse ne l'ont deviné. Quoique duc et jeune, il est jaloux de son père. Il n'est rien dans l'État, il n'a point de charge à la cour, il n'a point de dire. Il n'a point à dire. Je vais à la chambre. Il n'y a que moi dans la maison qui ai 16 heures pour réfléchir. Mon père est dans les affaires publiques et dans ses plaisirs, ma mère est occupée aussi. Personne ne réagit sur soi dans la maison. On est toujours dehors. Il n'y a pas assez de temps pour la vie. Je suis curieuse à l'excès de savoir quel attrait invincible a le monde pour vous garder tous les soirs de 9h à 2 ou 3h du matin, pour vous faire tant de frais et supporter tant de fatigue. En désirant y venir, je n'imaginais pas de pareille vérité. J'oublie qu'il s'agit de Paris. Non, excusez-moi. Je n'imaginais pas de pareille distance, de semblables enivrements. Mais, à la vérité, j'oublie qu'il s'agit de Paris. Ainsi donc, on peut vivre les uns auprès des autres, en famille, et ne pas se connaître. Une quasi-religieuse arrive, en 15 jours, elle aperçoit ce qu'un homme d'État ne voit pas dans sa maison. Peut-être le voit-il. Et y a-t-il de la paternité dans son aveuglement volontaire? Je sonderai ce coin obscur. Et en parlant d'obscur, je vais, excusez-moi, mettre un petit peu de lumière parce que je vois mal ce que je lis. Tout simplement. Est-ce que c'est mieux? Un peu mieux. Chapitre 4. De la même à la même. Et je vais voir un peu d'eau. Pardon. De la même à la même, 15 décembre. Hier, à 2h, je suis allée me promener aux Champs-Élysées et au Bois de Boulogne par une de ces journées d'automne comme nous en avons tant admiré sur les bords de la Loire. J'ai donc enfin vu Paris. L'aspect de la place Louis XV est vraiment beau, mais de ce beau que créent les hommes. J'étais bien mise, mélancolique quoique bien disposée à rire, la figure calme sous un charmant chapeau, les bras croisés. Je n'ai pas recueilli le moindre sourire, je n'ai pas fait rester un seul pauvre petit jeune homme hébété sur ses jambes, personne ne s'est retourné pour me voir, et cependant la voiture allait avec une lenteur en harmonie avec ma pose. Je me trompe. Un duc charmant qui passait a brusquement retourné son cheval. Cet homme qui, pour le public, a sauvé mes vanités, était mon père dont l'orgueil, me dit-il, venait d'être agréablement flatté. J'ai rencontré ma mère qui m'a, du bout du doigt, envoyé un petit salut qui ressemblait à un baiser. Ma Griffith, qui ne se défiait de personne, regardait à tort et à travers. Selon mon idée, une jeune personne doit toujours savoir où elle pose son regard. J'étais furieuse. Un homme a très sérieusement examiné ma voiture sans faire attention à moi. Ce flatteur était probablement un carrossier. Je me suis trompée dans l'évaluation de mes forces. La beauté, ce rare privilège que Dieu seul donne, est donc plus commun à Paris que je ne le pensais. Des minaudières ont été gracieusement saluées. À des visages empourprés, les hommes se sont dit « La voilà ». Ma mère a été prodigieusement admirée. Cette énigme a un mot, et je le chercherai. Les hommes, ma chère, m'ont paru généralement très laids. Ceux qui sont beaux nous ressemblent en mal. Je ne sais quel fatal génie a inventé leur costume. Il est surprenant de gaucherie quand on le compare à celui des siècles précédents. Il est sans éclat, sans couleur ni poésie. Il ne s'adresse ni au sens, ni à l'esprit, ni à l'œil, et il doit être incommode. Il est sans ampleur, écourté. Le chapeau surtout m'a frappé, c'est un tronçon de colonne, il ne prend point la forme de la tête. Mais il est, m'a-t-on dit, plus facile de faire une révolution que de rendre les chapeaux gracieux. La bravoure en France recule à l'idée de porter un feutre à calotte ronde, et faute de courage pendant une journée, on y reste ridiculement coiffé pendant toute la vie.
Et l'on dit les Français légers. Les hommes sont d'ailleurs parfaitement horribles de quelque façon qu'ils se coiffent. Je n'ai vu que des visages fatigués et durs, où il n'y a ni calme ni tranquillité. Les lignes sont heurtées et les rides annoncent des ambitions trompées, des vanités malheureuses. Un beau front est rare. « Ah, voilà les Parisiens », disais-je à Miss Griffiths. « Des hommes bien aimables et bien spirituels », m'a-t-elle répondu. Je me suis tue. Une fille de 36 ans a bien de l'indulgence au fond du cœur. Le soir, je suis allée au bal et m'y suis tenue aux côtés de ma mère qui m'a donné le bras avec un dévouement bien récompensé. Les honneurs étaient pour elle. J'ai été le prétexte des plus agréables flatteries. Elle a eu le talent de me faire danser avec des imbéciles qui m'ont tous parlé de la chaleur comme si j'eusse été gelée et de la beauté du bal comme si j'étais aveugle. Aucun n'a manqué de s'extasier sur une chose étrange, inouïe, extraordinaire, singulière, bizarre, c'est de m'y voir pour la première fois. Ma toilette, qui me ravissait dans mon salon blanc et or où je paradais toute seule, était à peine remarquable au milieu des parures merveilleuses de la plupart des femmes. Chacune d'elles avait ses fidèles. Elles s'observaient toutes du coin de l'œil. Plusieurs brillaient d'une beauté triomphante, comme était ma mère. Au bal, une jeune personne ne compte pas. Elle y est une machine à danser. Les hommes, à de rares exceptions près, ne sont pas mieux là qu'aux Champs-Élysées. Ils sont usés, leurs traits sont sans caractère, ou plutôt, ils ont tous le même caractère. Ces mines fières et vigoureuses que nos ancêtres ont dans leurs portraits, eux qui joignaient à la force physique la force morale, n'existent plus. Cependant, il s'est trouvé dans cette assemblée un homme d'un grand talent qui tranchait sur la masse par la beauté de sa figure, mais il ne m'a pas causé la sensation vive qu'il devait communiquer. Je ne connais pas ses œuvres et il n'est pas gentilhomme. Quel que soit le génie et les qualités d'un bourgeois ou d'un homme anobli, je n'ai pas dans le sang une seule goutte pour eux. D'ailleurs, je l'ai trouvé si fort occupé de lui, si peu des autres, qu'il m'a fait penser que nous devons être des choses et non des êtres pour ces grands chasseurs d'idées. Quand les hommes de talent aiment, ils ne doivent plus écrire ou ils n'aiment pas. Il y a quelque chose dans leur cervelle qui passe avant leur maîtresse. Il m'a semblé voir tout cela dans la tournure de cet homme qui est, dit-on, professeur, parleur, auteur et que l'ambition rend serviteur de toute grandeur. J'ai pris mon parti sur le champ. J'ai trouvé très indigne de moi d'en vouloir au monde de mon peu de succès et je me suis mise à danser sans aucun souci. J'ai d'ailleurs trouvé du plaisir à la danse. J'ai entendu fort ce commérage sans piquant sur des gens inconnus. Mais peut-être est-il nécessaire de savoir beaucoup de choses que j'ignore pour les comprendre. Car j'ai vu la plupart des femmes et des hommes prenant un vif plaisir à dire ou entendre certaines phrases. Le monde offre énormément d'énigmes dont le mot paraît difficile à trouver. Il y a des intrigues multipliées. J'ai des yeux assez perçants et l'ouïe fine. Quant à l'entendement, vous le connaissez, mademoiselle de Maucombe. Je suis revenue lasse et heureuse de cette lassitude. J'ai très naïvement exprimé l'état où je me trouvais à ma mère, en compagnie de qui j'étais, et qui m'a dit de ne confier ces sortes de choses qu'à elle. Ma chère petite, a-t-elle ajouté, le bon goût est autant dans la connaissance des choses qu'on doit taire que dans celle des choses qu'on peut dire. Cette recommandation m'a fait comprendre quelles sont les sensations sur lesquelles nous devons garder le silence avec tout le monde, même peut-être avec notre mère. J'ai mesuré d'un coup d'œil le vaste champ des dissimulations femelles. Je puis t'assurer, ma chère biche, que nous ferions, avec l'effronterie de notre innocence, deux petites commères passablement éveillées. Combien d'instructions dans un doigt posé sur les lèvres, dans un mot, dans un regard. Je suis devenue excessivement timide en un moment. Et quoi ? Ne pouvoir exprimer le bonheur si naturel causé par le mouvement de la danse. Mais, fis-je en moi-même, que sera-ce donc de nos sentiments ? Je me suis couchée triste. Je sens encore vivement l'atteinte de ce premier choc de ma nature franche et gaie avec les dures lois du monde. Voilà déjà de ma laine blanche laissée au buisson de la route. Adieu, mon ange. Chapitre 5. Renée de Maucombe à Louise de Chaulieu. Octobre.
Combien ta lettre m'a émue surtout par la comparaison de nos destinées. Dans quel monde brillant tu vas vivre? Dans quelle paisible retraite achèverai-je mon obscure carrière? 15 jours après mon arrivée au château de Maucombe, duquel je t'ai trop parlé pour t'en parler encore, et où j'ai retrouvé ma chambre à peu près dans l'état où je l'avais laissée, mais d'où j'ai pu comprendre le sublime paysage de la vallée de Gémenos, qu'enfant je regardais sans y rien voir, mon père et ma mère, accompagnés de mes 2 frères, m'ont mené dîner chez un de mes voisins, un vieux monsieur de l'Estorade, gentilhomme devenu très riche comme on devient riche en province par les soins de l'avarice. Ce vieillard n'avait pu soustraire son fils unique à la rapacité de Bonaparte. Après l'avoir sauvé de la conscription, il avait été forcé de l'envoyer à l'armée en 1813 en qualité de garde d'honneur. Depuis Leipzig, le vieux baron de l'Estorade n'en avait plus eu de nouvelles. Monsieur de Montriveau, que monsieur de l'Estorade alla voir en 1814, lui affirma l'avoir vu prendre par les Russes. Madame de l'Estorade mourut de chagrin en faisant faire d'inutiles recherches en Russie. Le baron, vieillard très chrétien, pratiquait cette belle vertu théologale que nous cultivions à Blois, l'espérance. Elle lui faisait voir son fils en rêve et il accumulait ses revenus pour ce fils. Il prenait soin des parts de ce fils dans les successions qui lui venaient de la famille de feu Madame de l'Estorade. Personne n'avait le courage de plaisanter ce vieillard. J'ai fini par deviner que le retour inespéré de ce fils était la cause du mien. Qui nous eût dit que pendant les courses vagabondes de notre pensée, mon futur cheminait lentement à pied à travers la Russie, la Pologne et l'Allemagne? Sa mauvaise destinée n'a cessé qu'à Berlin, où le ministre français lui a facilité son retour en France. Monsieur de l'Estorade, le père, petit gentilhomme de Provence, riche d'environ 10 000 livres de rente, n'a pas un nom assez européen pour qu'on s'intéressât au chevalier de l'Estorade, dont le nom sentait singulièrement son aventurier. 12 000 livres, produit annuel des biens de Madame de l'Estorade, accumulés avec les économies paternelles, font au pauvre garde d'honneur une fortune considérable en Provence, quelque chose comme 250 000 livres, outre ses biens au soleil. Le bonhomme l'Estorade avait acheté, la veille du jour où il devait revoir le chevalier, un beau domaine mal administré où il se propose de planter 10 000 mûriers qu'il élevait exprès dans sa pépinière en prévoyant cette acquisition. Le baron, en retrouvant son fils, n'a plus eu qu'une pensée, celle de le marier, et de le marier à une jeune fille noble. Mon père et ma mère ont partagé pour mon compte la pensée de leurs voisins dès que le vieillard leur eut annoncé son intention de prendre René de Maucombe sans dot et de lui reconnaître au contrat toute la somme qui doit revenir à la dite Renée dans leur succession. Dès sa majorité, mon frère cadet, Jean de Maucombe, a reconnu avoir reçu de ses parents un avancement d'hoirie équivalent au tiers de l'héritage. Voilà comment les familles nobles de la Provence éludent l'infâme code civil du sueur de Bonaparte, qui fera mettre au couvent autant de filles nobles qu'il en a fait marier. La noblesse française est, d'après le peu que j'ai entendu dire à ce sujet, très divisée sur ces graves matières. Ce dîner, ma chère mignonne, était une entrevue entre ta biche et l'exilé. Procédons par ordre. Les gens du comte de Maucombe se sont revêtus de leur vieille livrée galonnée et de leurs chapeaux bordés. Le cocher a pris ses grandes bottes à chaudron. Nous avons tenu 5 dans le vieux carrosse et nous sommes arrivés en toute majesté vers 2 heures pour dîner à 3 à la Bastide où demeure le baron de l'Estorade. Le beau-père n'a point de château, mais une simple maison de campagne située au pied d'une de nos collines, au débouché de notre belle vallée dont l'orgueil est certes le vieux castel de Maucombe. Cette Bastide est une bastide, 4 murailles de cailloux revêtues d'un ciment jaunâtre, couvertes de tuiles creuses d'un beau rouge. Les toits plient sous le poids de cette briqueterie. Les fenêtres percées au travers, sans aucune symétrie, ont des volets énormes peints en jaune. Le jardin qui entoure cette habitation est un jardin de Provence, entouré de petits murs bâtis en gros cailloux ronds mis
par couche, et où le génie du maçon éclate dans la manière dont il les dispose alternativement inclinés ou debout sur leur hauteur. La couche de boue qui les recouvre tombe par places. La tournure domaniale de cette bastide vient d'une grille à l'entrée sur le chemin. On a longtemps pleuré pour avoir cette grille. Elle est si maigre qu'elle m'a rappelé la sœur Angélique. La maison a un perron en pierre, la porte est décorée d'un auvent que ne voudrait pas un paysan de la Loire pour son élégante maison en pierre blanche à toiture bleue où rit le soleil. Le jardin, les alentours sont horriblement poudreux, les arbres sont brûlés. On voit que, depuis longtemps, la vie du baron consiste à se lever, se coucher et se relever le lendemain sans nul souci que celui d'entasser sou sur sou. Il mange ce que mangent ses deux domestiques, qui sont un garçon provençal et la vieille femme de chambre de sa femme. Les pièces ont peu de mobilier. Cependant, la maison de l'Estorade s'était mise en frais. Elle avait vidé ses armoires, convoqué le banc et l'arrière-banc de ses serfs pour ce dîner, qui nous a été servi dans une vieille argenterie noire et bosselée. L'exilé, ma chère mignonne, est comme la grille, bien maigre. Il est pâle, il a souffert, il est taciturne. À 37 ans, il a l'air d'en avoir 50. L'ébène de ses ex-beaux cheveux de jeune homme est mélangé de blanc comme l'aile d'une alouette. Ses beaux yeux bleus sont caves. Il est un peu sourd, ce qui le fait ressembler au chevalier de la triste figure. Néanmoins, j'ai consenti gracieusement à devenir madame de l'Estorade, à me laisser doter de 250 000 livres, mais à la condition expresse d'être maîtresse d'arranger la bastide et d'y faire un parc. J'ai formellement exigé de mon père de me concéder une petite partie d'eau qui peut venir de Maucombe ici. Dans un mois, je serai madame de l'Estorade, car j'ai plu, ma chère. Après les neiges de la Sibérie, un homme est très disposé à trouver du mérite à ses yeux noirs qui, disais-tu, faisaient mûrir les fruits que je regardais. Louis de l'Estorade paraît excessivement heureux d'épouser la belle Renée de Maucombe. Tel est le glorieux surnom de ton ami. Pendant que tu t'apprêtes à moissonner les joies de la plus vaste existence, celle d'une demoiselle de Chaulieu dans Paris où tu régneras, ta pauvre biche, Renée, cette fille du désert, est tombée de l'empyrée où nous nous élevions, dans les réalités vulgaires d'une destinée simple comme celle d'une pâquerette. Oui, je me suis juré à moi-même de consoler ce jeune homme sans jeunesse qui a passé du giron maternel à celui de la guerre et des joies de sa bastide aux glaces et aux travaux de la Sibérie. L'uniformité de mes jours à venir sera variée par les humbles plaisirs de la campagne. Je continuerai l'oasis de la vallée de Gémenos autour de ma maison qui sera majestueusement ombragée de beaux arbres. J'aurai des gazons toujours verts en Provence, je ferai monter mon parc jusque sur la colline, je placerai sur le point le plus élevé quelques jolis kiosques d'où mes yeux pourront voir peut-être la brillante Méditerranée. L'oranger, le citronnier, les plus riches productions de la botanique embelliront ma retraite et j'y serai mère de famille. Une poésie naturelle, indestructible, nous environnera. En restant fidèle à mes devoirs, aucun malheur n'est à redouter. Mes sentiments chrétiens sont partagés par mon beau-père et par le chevalier de l'Estorade. Ah, mignonne, j'aperçois la vie comme un de ces grands chemins de France, unis et doux, ombragés d'arbres éternels. Il n'y aura pas deux Bonaparte en ce siècle. Je pourrai garder mes enfants si j'en ai, les élever, en faire des hommes. Je jouirai de la vie par eux. Si tu ne manques pas à ta destinée, toi qui seras la femme de quelque puissant de la terre, les enfants de ta Renée auront une active protection. Adieu donc, pour moi du moins, les romans et les situations bizarres dont nous nous faisions les héroïnes. Je sais déjà par avance l'histoire de ma vie. Ma vie sera traversée par les grands événements de la dentition de messieurs de l'Estorade, par leur nourriture, par les dégâts qu'ils feront dans mes massifs et dans ma personne, leur broder des bonnets, être aimé et admiré par un pauvre homme souffreteux à l'entrée de la vallée de Gémenos. Voilà mes plaisirs. Peut-être un jour la campagnarde ira-t-elle habiter Marseille pendant l'hiver.
Mais alors elle n'apparaîtrait encore que sur le théâtre étroit de la province dont les coulisses ne sont point périlleuses. Je n'aurais rien à redouter, pas même une de ces admirations qui peuvent nous rendre fiers. Nous nous intéresserons beaucoup aux vers à soie pour lesquels nous aurons des feuilles de mûrier à vendre. Nous connaîtrons les étranges vicissitudes de la vie provençale et les tempêtes d'un ménage sans querelle possible. Monsieur de l'Estorade annonce l'intention formelle de se laisser conduire par sa femme. Or, comme je ne ferai rien pour l'entretenir dans cette sagesse, il est probable qu'il y persistera. Tu seras, ma chère Louise, la partie romanesque de mon existence. Aussi raconte-moi bien tes aventures, peins-moi les bals, les fêtes, dis-moi bien comment tu t'habilles, quelles fleurs couronnent tes beaux cheveux blonds, et les paroles des hommes et leurs façons. Tu seras deux à écouter, à danser, à sentir le bout de tes doigts pressés. Je voudrais bien m'amuser à Paris, pendant que tu seras mère de famille à la Crampade. Tel est le nom de notre Bastide. Pauvre homme qui croit épouser une seule femme, s'apercevra-t-il qu'elles sont deux ? Je commence à dire des folies. Comme je ne puis plus en faire que par procureur, je m'arrête. Donc, un baiser sur chacune de tes joues, mes lèvres sont encore celles de la jeune fille. Il n'a osé prendre que ma main. Oh, nous sommes d'un respectueux et d'une convenance assez inquiétant. Eh bien, je recommence. Adieu, chère. PS, j'ouvre ta 3e lettre. Ma chère, je puis disposer d'environ 1000 livres. Emploie-les-moi donc en jolies choses qui ne se trouveront point dans les environs, ni même à Marseille. En courant pour toi-même, pense à ta recluse de la Crampade. Songe que, ni d'un côté ni de l'autre, les grands-parents n'ont à Paris des gens de goût pour leur acquisition. Je répondrai plus tard à cette lettre. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Et à très bientôt pour la suite, tout simplement. Merci beaucoup, à bientôt.